Donc, tu es né à Tunis, tu es ingénieur agronome, psychiatre, psychanalyste, tu as une œuvre d'écrivain, de traducteur de l'hébreu, en particulier les œuvres de Leibovitz, d'éditeur, tu as aussi une pratique de journaliste. Comme tu as produit un travail important, foisonnant, qui a donné lieu à l'écriture de nombreux livres, je me contenterai pour te présenter d'en aborder que quelques points. Ce que je retiens, c'est le courage d'une parole singulière où l'inconscient est toujours présent. Tu n'hésites pas à livrer le récit, presque un roman, une expérience qui a transformé ta vie, ton analyse avec Lacan. Tu témoignes ainsi de ton analyse et de ses effets, de la pratique de Lacan et du dévoilement de ton désir inconscient. Au cours de ce récit, tu témoigneras du sérieux avec lequel tu prendras acte de ce désir et tu n'hésiteras pas à en payer le prix et à remanier profondément les orientations de ton existence. C'est avec cette même passion et exigence que tu te mettras au travail à chaque fois qu'une question te paraîtra essentielle. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la rigueur de l'ingénieur agronome tentant d'élucider un défaut de productivité d'une rizière en éliminant consciencieusement les paramètres, quand tu t'attelles à la lecture de l'œuvre de Freud de façon scrupuleuse, horizontale, chronologique, systématique, n'omettant aucun texte, même mineur. Cette approche visait moins à creuser la trouvaille qu'à interroger le cheminement. Plutôt que de visiter les pays abordés, tu t'intéressais au voyage lui-même, aux voies par lesquelles Freud a dû passer pour dire ce qu'il a dit. Donc tu mets au point une méthode. Tu dresses une cartographie de l'œuvre de Freud. Tu mets alors en évidence le mécanisme de l'analogie à tous les moments féconds de l'œuvre de Freud. Tu en parleras comme une des intuitions fondamentales freudiennes. Par exemple, le même mot rituel lui permet la transposition du savoir acquis dans la névrose obsessionnelle au domaine religieux. Il en est de même pour l'amnésie, dans l'hystérie et la névrose infantile, et ainsi de suite. Par analogie, il passe du déchiffrage du symptôme hystérique, révélant un stupide jeu de mots, à l'interprétation des rêves. L'analogie, il s'agit du transport actif d'un champ dans un autre, que tu nommes transférence signifiante. Or, tu mets en évidence que ce mécanisme est une des opérations fondamentales du Midrash, la Gazera Shava. Je sais pas si tu commences bien. Si deux versets bibliques, situés à n'importe quel point du texte, contiennent le même mot et que nous possédons un savoir sur ce mot, dans un verset, la Gazera Shava permet de transférer ce savoir à l'autre verset. Ce qui nous amène à parler d'un des points essentiels de ton travail, les liens entre le judaïsme et la psychanalyse. En effet, dans ton livre « L'enfant illégitime », tu poses la question « La psychanalyse doit-elle quelque chose au judaïsme ? Si oui, quelle est l'importance de cette dette ?» Pour Lacan, ce sont les origines juives de ce petit médecin viennois qui lui ont fait découvrir la psychanalyse. Lacan pensait que la psychanalyse souffrait d'une névrose qui l'empêchait de se développer. Il parle de péché originel de la psychanalyse, titre d'un de tes livres, quelque chose de resté non analysé chez Freud. Freud a évité cette rencontre avec le judaïsme. Tu soutiens que la question du judaïsme est centrale dans la pensée de Lacan, que le cœur de la pensée de Lacan consiste à vouloir reprendre les choses là où Freud les a laissées, se servir de la Bible pour étudier et élucider la question du Père. En ce qui te concerne, tu évoques que la façon dont le judaïsme a émergé dans ton analyse est restée mystérieuse. Cette affaire du judaïsme a émergé progressivement, toute seule, par des histoires alimentaires, par la voix, dis-tu, de la nostalgie de la cuisine de maman, des signifiants inclus dans la cuisine de maman. Là encore, la force de cette émergence t'a mis au travail, ce qui s'est traduit, entre autres, par une étude des rites alimentaires juifs qui te feront dire que l'acte originel qui détermine l'intégration de l'individu dans le groupe est un acte de dévoration particulier, puisqu'il s'agit de manger les mots organisés en livres. Manger le livre, voilà l'acte fondamental, diras-tu. Je m'arrêterai là. Merci Brigitte pour cet effort de lecture que tu as fait. Merci Wuchang pour m'avoir invité.
Et le sujet ce soir, je pense que c'était la guérison. Je m'inscris dans une suite de rencontres là, autour de la guérison. C'est bien ça. Il n'empêche que l'exposé de Brigitte me fait contraint à un petit peu revenir sur certaines choses qu'elle a dites. D'abord, elle m'a rappelé des souvenirs de jeunesse, à savoir cette expérience faite à l'école freudienne, avec l'appui de Lacan, d'une lecture qui avait d'ailleurs fait sourire, traité de scolaire, ce que je suis d'ailleurs, de la lecture chronologique de l'œuvre de Freud. J'avoue que je ne l'ai pas poursuivi jusqu'au bout, parce que l'école a été dissoute. Bon. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Parce que souvent on prend les concepts de Freud comme si c'était des évidences, comme si c'était des référents, alors que franchement le concept de pulsion, ça tombe d'où cette affaire quand vous parlez de pulsion anale, mais c'est une folie tous ces trucs-là. D'où ils viennent? Ils viennent, d'où l'idée m'était venue d'essayer de savoir comment ce questionnement a émergé chronologiquement dans la pensée de Freud. Si vous lisez les études sur l'hystérie, il n'y a rien de tout ça. Même la sexualité, il n'en parle pas. Donc, c'est progressif. Alors, suivre comme ça, comment, et puis les lettres à Fliss, enfin, tous ces premiers textes, on a la chance, on aime, on n'aime pas, la Standard Edition, 24 volumes, de pouvoir à peu près suivre chaque pas que Freud a fait. Et l'on voit dans une lecture comme celle-là, qui n'est pas une lecture thématique, mais une lecture chronologique, c'est-à-dire les textes les uns après les autres, on voit comment, de temps en temps, il y a une question qui sort et qui n'est plus arbitraire. Le cas, par exemple, du souvenir écran ne vient pas comme ça. Il vient après les études sur l'hystérie, et c'est là que, bon, petit à petit, m'est venue cette idée de mise en parallèle avec certaines techniques. Alors, la question du judaïsme et de la psychanalyse, je n'aime pas d'ailleurs beaucoup ce mot-là, c'est pas la question du judaïsme. Le judaïsme, c'est une religion, c'est-à-dire un ensemble de rites, de croyances, tout ce que vous voulez. Ce qui m'intéressait, moi, essentiellement, laissons le côté religieux, c'est les textes hébraïques. Il y a une immense bibliothèque rabbinique, comme il y a une immense bibliothèque grecque, anglaise, Shakespeare, Roth, tout ça joué. Et Lacan avait beaucoup insisté, me semble-t-il, sur l'importance, dans un des textes qui m'avait beaucoup ébranlé, c'était le texte qui s'appelle Radiophonie, à Bruxelles, où il emploie ce mot qui m'était inconnu, Midrash. Je ne connaissais pas. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc j'ai téléphoné à quelqu'un, j'ai dit, vous savez ce que c'est? Mais bien sûr. Donc ce qui avait intéressé Lacan, c'est ce qu'il avait appelé cet art de lire spécifique à un groupe ethnique. C'est ça qui m'intéresse, les textes hébraïques, les textes talmudiques, les textes plus tard, le Midrash. Le Midrash, c'est toute une bibliothèque. Plus tard, ce sera, et jusqu'à présent, ce sera la rencontre du plus grand philosophe, du plus grand rabbin juif qui s'appelait Maïmonide. Il y a dans Maïmonide des choses essentielles qui m'intéressent beaucoup. Donc cette pratique des textes juifs, parallèlement à la pratique de bien d'autres textes, du temps de mon analyse avec Lacan, je ne sais pas ce qui s'était passé à l'époque, il y avait le Parménide, des lectures de textes comme ça. Dans séminaire, son nom, il disait Yadlin, c'était dans le Parménide. Donc à cette époque, j'avais à peu près lu la moitié des dialogues de Platon en même temps. Bon, donc ça a été véritablement cette analyse avec Lacan, une fermentation culturelle très importante. Il fallait rattraper le temps perdu parce que j'arrivais des rizières sénégalaises. Je n'étais pas tout à fait inculte, hein. Mais bon. Donc je voulais préciser cela, c'est pas une affaire de religion, bien que la question du religieux se pose, et c'est l'intérêt qui est né dans mon analyse. J'étais un jour dans une école talmudique, dans la Yeshiva, et la personne, c'était un jeune homme très au fait de ces questions,
Il m'a dit, c'est bizarre, vous avez déjà une teinture de ces questions, vous savez quel a été votre maître. Et moi j'ai dit, c'est Lacan. C'était bizarre, cette fréquentation des textes de Lacan m'avait rendu, sans le savoir, particulièrement réceptif et un bon élève, si vous voulez. Je pigeais très vite, alors que normalement ça demandait quelques efforts. Je reprendrai aussi ce mot, tu disais que le judaïsme est central dans la pensée de Lacan. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. On peut dire éventuellement que le judaïsme était important. Il s'est toute sa vie posé cette question. Pourquoi ce petit mec de rien du tout, là, a inventé la psychanalyse? Ce petit, comment il avait ce petit juif, je sais pas, ce petit médecin viennois. Il y avait souvent des mots un peu, pas très sympas finalement. Lacan qui n'est pas toujours très sympa. Donc, pour lui, il y avait ce problème de totem et tabou, n'est-ce pas? Totem, il avait appelé ça totem et debout, c'est-à-dire une histoire à dormir debout. Totem et tabou est un livre que beaucoup de gens adorent, mais c'est un livre, tout ce que vous voulez, mais ça repose sur rien. C'est un bluff, c'est pas un bluff, c'est une production, comme l'a dit un jour Lacan, névrotique. Et donc, quand il y a eu le séminaire 11, au moment de la schisme ou de l'excommunication, comme on l'a dit, Lacan s'est posé la question, dans le chapitre 1, on n'avait pas besoin d'aller très loin, chapitre 1 du séminaire 11, en posant cette question, que la psychanalyse souffrait d'un péché originel. C'est ce qui va devenir le titre d'un de mes livres que j'ai écrit grâce à ma femme qui avait fait toute la documentation nécessaire. Il disait que la psychanalyse souffre d'un péché originel, à savoir que Freud n'avait jamais analysé son rapport à sa religion. La plupart des gens n'analysent pas le rapport à leur religiosité. Le sentiment religieux est un sentiment d'une puissance considérable. Tous les ethnologues le savent. Il y a que les psychanalystes souvent qui l'ignorent. Alors, quand on n'analyse pas son sentiment religieux, on va le mettre ailleurs. Dans la politique, dans l'écologie, dans plein de trucs. Dans l'institution analytique, qui est devenue une institution religieuse, il faut bien voir. Enfin, maintenant, c'est des chapelles, c'est plus une église, c'est une église évangélique, avec plein de petits... Donc moi, je pense que, ce que j'ai appris de chez Lacan, que analyser son rapport au sentiment religieux qui découle de l'angoisse de castration, qui devient comblée, cachée, est indispensable dans une analyse. Peu d'analyses, me semble-t-il, se tapent ce travail. Beaucoup d'analyses dont j'ai eu écho, on voit comment des gens qui commencent l'analyse terminent religieux. C'est bizarre, j'en ai connu quelques-uns comme ça. Donc il y a du côté du sentiment religieux quelque chose à examiner. Une bonne partie de mon travail va consister précisément à interroger cette affaire religieuse et sous l'optique, la seule optique à mon avis qui répond aux critères épistémologiques de la psychanalyse, à savoir son discours des Lumières, qui est très mal vu, semble-t-il, c'est-à-dire l'œuvre, la pensée maïmonidienne, talmudique et maïmonidienne. Beaucoup d'analystes qui veulent s'intéresser à... Vous savez, c'est un peu la mode, il y a des modes de tout, il y a une mode des nœuds borroméens, il y a une mode de je sais pas quoi. Là, il y a la mode, il y a aussi une certaine mode du judaïsme. Alors ces gens-là, ils vont se précipiter dans des cours de Kabbale. Or, la Kabbale n'est pas... la Kabbale est une production, comme disait Maïmonide, une déviation, une aberration. C'est une espèce de retour du paganisme dans le judaïsme. Si je dis ça dans un milieu actuel rabbinique, je vais me faire tuer. Hein. Mais bon, c'est malheureusement la situation. Donc, j'ai essayé de labourer un peu ce champ de la pensée maïmonidienne et talmudique. Et il y a eu, pour m'aider dans cette affaire, la rencontre d'un grand monsieur. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Mais quand vous rencontrez des gens extraordinaires, il faut en profiter. Parce que des gens extraordinaires, beaucoup de gens les rencontrent. On dit, ouais, d'accord, puisque c'est un maître à penser, c'est quoi, on n'en a pas besoin, c'est plus la mode, en bref. Moi j'ai eu 2 maîtres à penser, j'ai eu Lacan. Et puis il y a eu ce Leibowitz, cet Israélien étonnant, avec qui j'ai fait un bout de chemin, comme ça, hein, à travers la traduction de ses livres. J'ai traduit 8 de ses livres. La traduction est un exercice magnifique, quand on aime un texte. Moi, j'ai jamais traduit autre chose que des choses que j'aime. Je ne suis pas un traducteur, c'est parce que j'étais passionné par l'œuvre de cet homme. Une œuvre qui comporte des choses qui devraient nous intéresser au premier grade. Il détestait la psychanalyse, ça ne veut rien dire.
On peut aimer la psychanalyse et la trahir, on peut la détester et la servir. Il y a un livre, par exemple, qu'il a écrit, qui me paraît important à lire dans ce moment où les neurosciences nous bluffent. Leibowitz était un neuroscientifique. Bon, son livre date des années 84. On va dire, mais il n'y avait pas le machin séquentiel, le truc. Ok, mais les bases épistémologiques n'ont pas bougé. Leibowitz a écrit un livre que j'ai eu le plaisir, l'honneur, ce que vous voulez. Et surtout, chaque fois que j'ai traduit un de ces livres, j'en suis transformé. Ça, c'est important. Quand vous faites un travail, si vous ne sortez pas différent du point où vous êtes entré, c'est que vous n'avez rien lu. Ou alors, ce n'était pas la peine de lire. Toute lecture implique un changement. Toute traduction encore plus. Et dans ce livre, Corps et Esprit, d'ailleurs, c'est tout à fait analogue à ce que disait Freud dans l'abrégé de psychanalyse. Déjà, en 38, il disait peut-être qu'un jour la biologie situera les lieux et les processus biochimiques qui sont derrière la pensée, mais elle ne dira jamais ce que c'est que la pensée. Elle ne dira jamais, elle localisera les lieux où les processus se déroulent, mais du processus lui-même, elle ne dira jamais rien pour des raisons ciblées, je peux le donner là. Donc Leibowitz reprend cette idée en disant les neurosciences nous diront exactement quand vous êtes amoureux, à quel endroit, ou quand vous êtes ci ou ça, peut-être, mais qu'est-ce que c'est qu'aimer? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que tout ça? Parce que la science s'occupe de change de matière et d'énergie. Or, toutes ces choses-là ne dépendent ni des échanges de matière ni des échanges d'énergie. Donc la rencontre de Leibowitz a été pour moi extrêmement importante, et ça me permet de dire que il n'y a pas que la psychanalyse, que beaucoup de choses se font dans la vie sans psychanalyse, par des rencontres. Je me souviens un jour, dans une séance avec Lacan, j'avais dit, à propos de mon père, pour vous dire le pauvre, pour regretter père, je lui ai posé est-ce qu'il pourrait faire une analyse à son âge. Il m'a dit, il est en train de la faire sur le... Je ne sais pas exactement les mots, j'aimais être précis et vrai. Il est en train de la faire dans sa vie. Dans des expériences existentielles essentielles, on opère des choses, des transformations, des solutions de problèmes. Et je sais que mon père, c'est moi qui traversais un moment très difficile, est sorti de là, à un âge déjà certain, curieusement avait retrouvé une gaieté, une joie de vivre. Donc il y avait un dénouement, comme Lacan l'avait. Il avait une vista, le père Lacan, qui jusqu'à présent me fascine. Hein. Avoir rencontré cet homme, ça valait le coup de venir. Bon. Bien que c'était pas toujours la fête. Bref, mais quand même, cette vista, bon. Il y avait donc cette affaire de totem et tabou, n'est-ce pas je dois vous avouer un jour à Éric Borge, peut-être là. Il faisait un grand topo à l'école freudienne sur totem et tabou. Et pendant qu'il parlait, je ne sais pas ce que ça m'a fait dans la tête, et je me suis dit, mais totem et tabou, ça y est, j'ai compris de quoi il s'agit. Derrière tous ces mots allemands et toute cette technologie de pacotille, mais c'est le judaïsme qui est en jeu. C'est quoi l'identification primaire? Bref, je ne vais pas revenir dessus, le sujet de ce soir, c'est la guérison. Alors, quant à l'analogie, ce n'est pas d'analogie que j'ai essayé de mettre en évidence dans cette Xera Shava. C'est des jeux de signification. L'analogie, c'est une question plutôt imaginaire, c'est une question de forme. Là, il ne s'agit pas de forme. Il s'agit, vous avez un mot, vous ne savez pas ce que c'est. Ou bien le sens ne vous apparaît pas. Il se trouve que vous avez trouvé dans un autre verset le mot explicité, et vous appuyant sur ce verset 2, vous en transférez le sens sur le verset qui vous pose problème. Et ça rappelle beaucoup la question du transfert, peut-être c'est un peu rapide, mais quand même, Freud nous a assez raconté ça. Souvent, vous avez le patient qui dit des choses, ou qui a une attitude ou un comportement mystérieux, incompréhensible, mais si vous le rapportez à une autre situation, cette situation-là éclaire le comportement actuel. Donc, vous voyez, c'est un peu ce jeu signifiant entre deux structures signifiantes. Ce n'est pas une question d'imaginaire et forme qui ont quand même toute leur importance. Alors venons-en, on en vient au sujet de ce soir. Oui. La guérison, c'est quand même un sujet, ça.
Et quand Houchard m'en a parlé, j'ai dit, oh, bon. Et puis, on verra bien. Alors, c'est un serpent de mer. C'est quoi la guérison, d'abord? C'est quelque chose dans notre jargon qui est entouré de formules assez abscons. La guérison en plus. En plus de quoi? La guérison en plus, ça c'est un truc sympa. Mais il n'y a pas de guérison en psychanalyse, elle vient en plus. Hein, en plus, mais d'accord. Alors, de quoi s'agit-il d'abord quand on parle de guérison? De guérison de quoi? Guérison de quoi? C'est déjà peut-être une bonne approche. Donc moi j'ai connu Lacan à la fin de sa vie, les années 69, je crois, oui c'est ça, 69, j'ai commencé à le rencontrer. Et il avait une manie, qu'il n'a pas utilisée avec moi d'ailleurs, mais parce que moi j'ai tout de suite étalé le truc. Quand quelqu'un venait le voir, souvent des collègues, des psychiatres ou des psychologues, etc., il avait cette phrase étonnante, il disait « Serait-ce trop demander à un collègue de me dire de quoi il souffre ?» Serait-ce trop demander à un collègue? Serait-ce trop demander à une psychologue de quels symptômes elle souffre? Parce que si vous dites, mais ça va très bien, non, attendez, je vais bien, moi. Bon, alors, madame ou monsieur, un proche de ma famille a été le voir. Il lui a demandé de quoi souffrez-vous? Il a dit, mais je vais bien. Alors, il dit, pourquoi vous voulez une psychanalyse? Alors, il dit, parce que je voudrais comprendre mes malades. Il lui a dit, mais vous n'avez pas besoin d'analyse pour comprendre un malade. L'homme qui comprend le mieux ses malades en France n'a jamais fait d'analyse. Faisait allusion à Henriet. Donc pas de symptômes, pas d'analyse. Et ça, c'était comme ça. De quoi? Quel est votre symptôme? Et c'était au moment où il allait commencer, il réfléchissait à ce qui va devenir le séminaire de symptômes. De quoi souffrez-vous? D'une souffrance, et généralement mentale ou corporelle. Ça dépend dans quelle religion on est. Si on est de la religion obsessionnelle, c'est plutôt mental. Et même les hystériques ont des souffrances mentales. Alors, donc, c'est cette affaire de symptômes qui est en jeu. Est-ce qu'on peut... C'était l'espérance, c'est ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on nous avait vendu dans les paquets bonus de la psychanalyse dans les années 50. Les grands miracles, comment il s'appelait ce Daco, je ne sais pas qui. Hein? Daco. Ah oui, les grands miracles, je ne sais pas, ça s'appelait comment les triomphes de la psychanalyse. Les triomphes de la psychanalyse, vous avez des symptômes, terminés, il n'y a plus de symptômes. Et voilà que ce Lacan, vraiment, qui est l'emmerdeur quand même, c'était quand même un emmerdeur. Alors la guérison serait-elle la suppression du symptôme? Voilà une réponse. Et si vous supprimez le symptôme, vous supprimez la souffrance. Pas du tout. Lacan va nous répondre négativement à la fin de sa vie, non, la psychanalyse ne supprime pas le symptôme, voire même elle le renforce. Et donc si vous gardez votre symptôme, la souffrance qui va avec, vous la gardez. C'est clair, non? Bon, vous l'avez mastiqué, vous l'avez assoupli, vous l'avez tourné dans tous les sens, vous l'avez retourné comme un tort, vous avez fait des nœuds avec ça. Très bien. Et il disait que ce serait quand même fâcheux si le symptôme, c'est ce qui tient ensemble l'imaginaire, le symbolique et le réel, parce que la fonction paternelle, le nom du père, ne fonctionne jamais très bien, vous risquez, ce qui se produit souvent, y compris dans la pratique de Lacan, à des catastrophes de type psychotique. Donc à la fin d'analyse, elle avait théorisé comme ça, à la fin d'analyse, le sujet finit par s'identifier à son symptôme. C'est pour ça que moi je me suis identifié un peu au judaïsme, au Talmud, etc. Alors, c'est quand même l'analyse, ça sert à faire, à construire. Dans Kant avec ça, d'abord Lacan dit, devant l'horreur, au fond, cette horreur que la psychanalyse découvre, si on ne veut pas crever, il faut un matelas, quoi. La psychanalyse, au fond, doit fournir par le travail un matelas qui permet de tempérer cette souffrance qui a, si on va le voir, si on l'analyse, c'est parce que cette souffrance est ravageante. Il n'y a pas que les femmes qui souffrent des ravages des hommes, les hommes aussi, ça leur arrive d'être ravagés. Il disait, on vient en analyse parce qu'on est à bout de souffle. Les gens qui allaient chez lui, ils allaient à bout de souffle. C'était souvent ça ou la faim. Et des fois, c'était ça et la faim. On en a connu quelques exemples célèbres de gens qui ont essayé une analyse et qui, devant la souffrance qui était la leur, ont préféré mettre fin à leur existence. Donc,
quelqu'un que je n'ai pas connu dans sa famille. Bref. En tout cas, avec un programme comme ça, vous n'allez pas recruter beaucoup de monde. Si vous dites aux gens, vous savez, vous souffrez, mais vous allez garder votre souffrance. Votre symptôme, on va bien vous l'astiquer, mais vous allez le garder. Je peux vous assurer que du point de vue marketing, analytique, c'est pas un triomphe. Alors on va peut-être reprendre la question par un autre biais. On va essayer de reprendre par un autre biais. Et ce biais, c'est celui du désir. Ça, c'est quand même un thème. Pas seulement lacanien, hein, ça traverse quand même toute la philosophie. Bon, Lacan lui a donné un brillant... Donc on pourrait définir, et je trouve que ce serait une bonne définition, de la souffrance névrotique comme liée à une panne du désir. Je suis en panne. Je suis en panne de désir, et surtout, je suis à côté de mes pompes, comme on dit. Je ne vis pas ma vie, en gros. Pourquoi ça veut dire quoi, je ne vis pas ma vie? Beaucoup de gens ont cette impression, surtout chez les obsessionnels, c'est parce que c'est ça la souffrance qui en découle. Ça devient souvent, ça peut prendre des formes variées. Je ne désire rien, je fais dans ma vie ce que je dois faire. Vous avez des gens qui fonctionnent très bien. Ce sont des cadres d'entreprise, tout ce que vous voulez, des ingénieurs, j'en ai connu plein, j'en étais moi-même un. J'étais un très bon ingénieur. Je n'ai pas abandonné l'ingénieur parce que ça n'allait pas. J'ai pu changer de carrière parce que j'avais réussi en tant qu'ingénieur agronome. Un peu de bluff, mais bon, faut pas le dire. Mais donc souvent on arrive comme ça à l'analyse, on dit je fais les choses, hein, vous savez, je fais ce que j'ai à faire, mais je n'en tire aucune satisfaction. Avec ce sentiment qui va donner lieu à un jeu de mots qui m'est très cher chez Lacan, le sentiment d'errance. Je erre, mais non, Dieu erre. C'est moi qui ai suggéré de faire ça, vous savez peut-être pas, mais... À la fin de ce séminaire encore, il avait dit ceci, vous pensez que je vais revenir tous les ans comme ça? Eh bien, ça c'est pas du tout garanti. Seul celui qui m'aime le plus devinera. Ben, évidemment, j'étais candidat, vu la situation transférentielle qui était la mienne. Je lui ai dit, mes chers maîtres, cher monsieur, moi j'appelais monsieur, mais monsieur, soyez quand même... Pourquoi vous nous privez de ce séminaire essentiel que vous ne voulez pas faire? Parce que les noms du Père, faites-nous les noms du Père. Il me dit quoi? Et puis, 3 mois après, je reçois une circulaire, comme tous les membres d'école, et je lis les noms du Père. Je dis, il n'a pas tenu compte de ma suggestion. Et puis, mais si quand même, les noms du Père. Donc vous voyez, si les noms du Père existent, c'est un peu grâce à moi. Mais bon, donc ce sentiment d'errance qui est le nôtre, le sentiment de ne pas vivre sa vie, le sentiment d'une absurdité existentielle, cette grande idée que certains philosophes existentialistes, moi j'ai grandi sous l'ombre de Camus, l'étranger, la vie absurde, etc. C'était ça mon grand truc. Hein. Et on devine là-dessous, sous ce masque un peu, une espèce de visage blafard, de dépression, où la mort n'est jamais très loin. Alors, peut-être c'est ça la guérison, c'est le retour du désir dans sa vérité. Et le désir, comme vous savez, j'ai pas besoin de le préciser, le désir c'est pas le caprice, c'est pas j'ai envie d'un café, c'est pas ça un désir. Hein. Ou j'ai envie de rien faire, c'est pas du désir. Le désir c'est au contraire de vous emmerder, de veiller, de vous casser la tête parce que vous voulez devenir, je sais pas moi, violoniste. Moi je connais quelqu'un qui avait comme ça un désir de folie, mon fils. Il se lève à 5h du matin pour s'exercer à son violon. Bon, truc de fou. Ça, c'est le désir, c'est impérieux. C'est un tyran, le désir. Et si vous ne lui obéissez pas, il est indestructible. Alors, donc le désir, c'est pas le caprice d'un jour, ce n'est pas notre tendance si sympathique dans nos milieux au laisser aller, c'est autre chose. Alors, comment est-ce qu'on lit? Bon, donc c'est peut-être ça la guérison. La guérison, c'est de retrouver, d'obéir à ce désir, de se mettre à son service. Puisque c'est moi, c'est sans ça, si je ne vis pas sur mon désir, je ne vis pas. Pas plus que ça, pas moi, pas plus. Mais alors comment est-ce qu'on libère le désir? Ça c'est quand même compliqué ça. Et pourquoi le désir serait aliéné?
et quels sont les mécanismes de cette aliénation. C'est donc autour de ça que l'analyse va travailler. Et qu'est-ce qu'elle découvre, l'analyse, depuis longtemps, hein, depuis Freud? C'est que souvent cette aliénation est transgénérationnelle. Dans la chaîne des générations, avant que, vous savez, Freud, quand il reçoit le petit Hans, il lui dit « Avant même que tu naisses, je savais que... » Ben là, quand il dit « Avant même que tu naisses, je savais que ton père a déconné, quoi. » Qu'il y a du côté de ta famille, dans l'histoire familiale, des problèmes de lâcheté, d'abandon, de renoncement, de brisure de la chaîne de la transmission. En particulier autour du nom. Donc pour parler clairement, ce défaut, cette aliénation provient de la lâcheté d'un père. D'où ça vient? Ça vient de l'homme aura. L'homme aura, le père, l'homme aura, a aimé passionnément une femme, sauf que cette femme était pauvre, et il a préféré épouser une femme riche qu'il n'aimait pas. Et cet évitement, quand on dit ne pas céder sur son désir, c'est autour de ça que ça se joue. Le fait que le père de l'homme aura ait eu cette lâcheté a entraîné son fils dans les méandres de sa névrose obsessionnelle. Un père qui refuse un héritage qu'il juge obsolète, c'est fini tout ça, quoi. Par opportunisme existentiel, par lâcheté, bref. Donc le travail analytique tel que Freud nous l'a enseigné consiste à réparer sous forme de symptômes la faute des générations antérieures. La psychose nous a assez enseigné là-dessus, est souvent le produit de 3 générations. Quand même souvent du père. Moi j'ai toujours été, mais je sais pas, j'ai jamais retrouvé le dossier. Alors, est-ce que j'ai halluciné? Je crois pas. Tout est possible. Hein. C'était dans les années 74, 75, voilà. Et Lacan faisait une présentation de malade à Sainte-Anne. Et là, il y avait un jour un jeune homme très délirant. Et l'histoire de ce jeune homme, c'est Lacan avait un talent extraordinaire pour les présentations de malades. Vous n'avez pas idée, ce que c'était un art, c'était inouï. Vous prenez, là, je ne sais pas ceux qui ont assisté. Bref. Ce jeune homme était né dans un camp de concentration, après que le camp ait été libéré. Après, il a fallu quelques semaines, quelques mois pour rapatrier ces centaines de milliers de survivants. Ça demandait du temps. Il se trouve que hommes et femmes, à ce moment-là, pouvaient se mêler. C'était pas comme... Et donc, un homme et une femme se rencontrent du côté d'Auschwitz ou un autre camp, je ne sais pas. Bon, ils s'aiment et ils font un enfant. Et entre eux, ils font le serment de ne jamais dire à leurs enfants qu'ils sont juifs. Parce que, pour éviter, après ce qu'ils ont vécu, essayer d'éviter à la descendance de vivre. Résultat des courses, le jeune homme que nous avions à Sainte-Anne. Ce qui est marrant, c'est que dans la salle, on était au moins 60 personnes. Personne ne s'en souvient. Misère. Il y a des trucs bizarres dans la vie. Voilà. Donc Lacan a essayé de théoriser cette sorte de psychose, de faute du père, et en particulier c'est son séminaire sur les symptômes. Lacan a essayé, je ne sais pas ce que j'en ai compris en tout cas, Joyce a pallié à sa psychose en faisant de son nom un nom qui fasse date. Un peu comme Lacan d'ailleurs. Il disait lui-même, je suis un hystérique asymptomatique, c'est-à-dire un psychotique. Quand Lacan parle, on ne le prend pas au sérieux, mais c'est très sérieux. En tout cas, la fille de Joyce, elle a fini sa vie dans un hôpital psychiatrique. Donc, nous, analystes, on a quand même une chance, un avantage, c'est que nous avons traversé une longue analyse et en principe, nous savons de quoi nous parlons. Alors, à propos de cette sacrée guérison, notre référence, c'est notre analyse. C'est l'essentiel quand même. C'est tout le reste, sinon on serait dans... On sait en principe de quoi nous parlons. On l'a vécu. On l'a traversé. Des fois, pour le meilleur et pour le pire. Donc, ceci nous contraint, une fois de plus, à la position
vers laquelle je vais avec un certain naturel, peut-être une certaine complaisance, la position du témoin. Je suis un témoin de ce que Lacan faisait. Personne n'a témoigné sur lui comme moi. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, entre le moment où j'étais voir Lacan et que je lui ai demandé de me soulager de ma souffrance, et le point où la mort nous a séparés, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux en dire de ma guérison? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet arc temporel? C'est ce que j'ai voulu résumer par le titre de mon exposé ce soir. Jamais je ne prévoyais ce qu'allaient les effets concrets dans ma vie concrète que cette analyse allait provoquer et produire. Donc, pour moi, la notion de guérison, je l'ai résumée par ce titre, c'est de retrouver son chemin, c'est-à-dire au fond son désir, ce fameux désir. On peut l'appeler désir, on peut l'appeler chemin, on peut l'appeler ce que comme vous voulez. Jamais si on m'avait dit, j'étais à l'époque que je l'avais rencontré, j'étais un agronome, je sortais des rizières du sud Sénégal, j'étais un militant communiste, un athéisme féroce, j'avais une haine du judaïsme qui frisait l'antisémitisme, on pourrait dire. Est-ce que je pouvais imaginer que 3 ou 4 ans après, j'allais trouver une passion, si il y a quelqu'un qui traîne quelque part, qui donne des cours de Talmud, je cours, parce que moi j'éprouve un kiff, vous n'avez pas idée, à faire une page de Talmud. C'est un vice particulier, parce qu'il y a un exercice intellectuel de très grande qualité dans cette lecture, à condition de connaître les... J'allais dire l'hébreu, c'est pas l'hébreu, mais c'est quand même pas loin. Bon. Donc, l'analyse, ce que Lacan a opéré sur moi, malgré moi, de toute façon, il fallait quand même... C'est un art qui ne se reproduira pas. Personne ne peut faire du Lacan. Il n'y a plus de Lacan, il n'y a pas de lacanien, il y a des lacanoïdes. Ce que faisait Lacan, personne ne peut le faire. La façon dont il m'a torpillé mes études de psychologie, j'étais bien engagé, on ne peut pas le faire. La façon dont il m'a conduit à faire une thèse sur le Talmud, personne ne peut le faire. Personne. Ou en tout cas, pas. Alors, ce qu'il m'a permis de faire, c'est justement de retrouver mon chemin. Ce qui était mon ambition, mais tout ce que j'ai fait, tout ce qu'il m'a fait faire, c'est ce que je voulais. C'était pas un ordre comme ça du maître à l'élève. C'était de faire ce que je voulais faire, mais que je n'osais pas faire. Je n'avais pas la force de le faire. Pourquoi je ne suis pas devenu psychiatre à 18 ans, ce qui était quand même ma vocation première, d'être psychanalyste, commencer ma formation à l'âge de 18 ans, ce que j'aurais voulu, ce qui était prévu depuis ma première adolescence, parce que je n'avais pas la force. Devant l'horreur que j'avais découverte de la maladie mentale, devant un certain nombre de défaites successives de mon existence, de ma jeune existence, j'étais un ado, j'avais abandonné le combat. Notre vie n'a de sens que dans les combats que l'on mène. Ça, c'est Victor Hugo, tout ce que vous voulez. Et bien Lacan, vous prenez par la peau des faits et vous reconduisez sur le champ de bataille. Retourne au combat. Tu tombes, tu te relèves, tu retournes constamment. Et donc, est-ce que c'est une guérison? Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui touche à la vérité. Donc, on m'a souvent dit, mais comment tu as pu supporter tous ces mauvais traitements qu'il t'a infligés? Il les a infligés à tous ses patients. Bon, moi j'ai peut-être une dose un peu plus forte, j'en sais rien. De toute façon, il n'y a pas de gloriole. Comment? J'ai survécu, voilà. Mais là, on a presque tous survécu d'ailleurs. Qu'est-ce que vous appelez des mauvais traitements? Ben, vous lirez. Et cette affaire, cette espèce d'épuisement de ce surmoi obscène, voilà, ces mauvais traitements avaient pour effet d'éponger cet effet surmoïque qui m'épuisait.
Et donc, les forces sont rapidement revenues, quoi, très vite. Et j'ai repris les rêves que j'avais dû abandonner. J'avais cru pas être en mesure d'assumer des rêves d'aventure, des rêves d'amour, des rêves d'études, des rêves d'écriture, des rêves où l'on triomphe même quand on échoue. Ça, on échoue. Ça, c'était Althusser qui disait. Il disait ça. Moi, j'ai beaucoup aimé Althusser, donc certains le savent peut-être. Il m'a beaucoup apporté. Il disait, nous les philosophes, on va se casser la gueule. Mais c'est dans le cassage de gueule qu'on réussit. Bon, eh ben, c'est une chose qu'on peut reprendre également aussi. C'est sa gueule, quoi. Non, non, sa propre gueule. Eh ben oui. Donc, vous savez, il y a une chanson de Léo Ferré, de son ami Jean-René Cossimon, que j'aime beaucoup. Il disait ça, est-ce ainsi que les hommes vivent, je sais pas quoi, non. Et puis surtout, si ça vaut le coup, comme à Ostende et comme partout, on se demande si ça vaut le coup de vivre sa vie. C'est la question que nous nous posons tous. Est-ce que ça vaut le coup de vivre notre vie? Et bien, je pense que l'analyse, s'il y a une guérison d'analyse, c'est qu'on se dit à la fin, eh ben oui, ça valait le coup de vivre sa vie. Merci. Alors, voilà, on est rentré directement dans le sujet, on n'a pas tourné autour du pot médical, déjà. C'est pas mal. Enfin, ce que je voulais, je pensais juste à la fin, c'est que vraiment, Gérard, dans l'ensemble, il aime beaucoup. Qui? Ah, oui, oui, ça va, ça va. C'est douloureux, la mort. Bon. Bon. Et puis alors, c'est la terminaison sur, finalement, retrouver, à la fois retrouver la force et lever le surmoi féroce. Donc les inhibitions. Alors là, il y a plusieurs directions là-dessus. Je connais certaines grandes écoles de psychanalyse, anciennes et actuelles, qui ouvertement ou pas énoncent la fin d'analyse comme levée du refoulement en tant qu'issue perverse. Que la perversion serait la fin d'analyse. Alors là, il y a une petite... parce que on peut dire que là actuellement, depuis 30 ans, on vit une époque mondiale de levée du refoulement. Alors, ça dépend de la direction que ça prend. Mais de lever le surmoi féroce, c'est pas tout à fait la même chose, parce que la perversion, ça va vers le surmoi féroce. Alors, sinon, parce que le surmoi alors c'est tout à fait quelque chose de très complexe et difficile dans la théorie, et spécialement d'ailleurs chez Lacan, où le surmoi, il navigue entre des tas de positions, justement du côté impérieux. Et là, tu parles du désir aussi impérieux, la tyrannie, et se mettre à son service. Là encore, il y a le chemin étroit entre d'un côté et l'autre. Parce que celui qui prend une habitude de fonctionnement pervers, alors là, il est heureux de sa vie, il considère qu'il vit jusqu'à ce qu'il rencontre un mur, en faisant beaucoup de dégâts autour de lui et parfois se retourne sur lui. Donc je trouve que c'est remarquable ce que tu avances, et en même temps là il y a quelque chose à repréciser. Alors je ne sais pas sous quel mode on peut le mettre. Est-ce que c'est
terme galvaudé d'éthique ou de l'éthique que dit Lacan, jugement sur son acte. D'ailleurs, et la question du désir elle-même est très ambiguë là-dessus. Alors, tu citais la phrase qu'on serine tout le temps, ne pas céder sur son désir. C'est une formule qui est constamment à l'appui de l'abus. On peut faire ce qu'on veut parce que c'est son désir. Mon désir, je peux tuer tout le monde, voilà, c'est mon désir. Voilà, je vais vous passer la parole tout de suite. Je reprends également le petit terme de départ, non pas ce retour vers le judaïsme, mais cet immense ensemble de textes considérables qui est finalement peu travaillé, peu connu. On pourrait dire la même chose de cet immense ensemble de textes grecs qui est quand même pour les 3/4 perdu déjà et dont une part est quand même travaillée mais pas tant. Hein. Effectivement, là on a deux moments de l'histoire de l'humanité où il y a une élaboration considérable et bon, qui a eu beaucoup de mal. Par exemple, les textes grecs ont absolument disparu pendant une dizaine ou une quinzaine de siècles. Alors, voilà, un exercice de qualité. De toute façon, le titre qu'on a donné à ce séminaire, donc on a fait des variations, la guérison, psychanalyse et vérité, effectivement, d'emblée, on savait qu'on avait des difficultés tout à fait, des ambiguïtés, et justement essayer de trouver un cheminement, un chemin entre ces différentes dimensions. Je veux dire quelque chose. Oui, d'abord, il y a un point avec lequel je ne peux pas être d'accord, c'est notre époque serait celle de la levée du refoulement. Notre époque n'est pas la période de la levée du refoulement, c'est une illusion. Notre époque, c'est la période où le refoulement prend des tournures massives, où on veut toute la dimension du symbolique, etc. On ne veut plus entendre parler. Un père et une mère, il n'y a pas de différence. Tout ce auquel nous assistons, à la destruction de toute l'armature symbolique qui a été commencée par les nazis et qui se poursuit de nos jours. Alors on ne peut pas parler. Le refoulement est devenu massif. On fait semblant. Deuxièmement, est-ce qu'on peut devenir pervers? Non. Lacan avait dit ça un jour. Vous croyez pouvoir devenir pervers? C'est impossible. Vous pouvez toujours en rêver, mais bon. On ne peut pas devenir pervers. Où on est pervers? N'est pas fou qui veut, n'est pas pervers qui veut. Donc, alors, question du désir est quand même très très mystérieuse. Si vous voulez un peu la sentir, comment Lacan, il disait, je me demande, moi qui suis athée, l'athéisme de Lacan me pose problème. Mais bon, il en parlait tellement de Dieu, il avait une telle familiarité avec lui, de quel Dieu parlait-il? Bon, bref, il disait, j'ai peur que dans mon concept de désir, ce soit infiltré, je cite de mémoire, ce soit infiltré quelque chose de l'ordre du divin. Ce dont il parle. C'est pour ça, disait-il, ces gens passionnés par la vérité, ils aboutissent dans la religion, et j'enrage, il avait ajouté un truc comme ça. Donc, cette notion de désir est quand même assez énigmatique. Et elle touche, encore une fois, c'est pour ça que souvent, dans un cheminement comme ça, de grande sincérité, on débouche sur le religieux. Parce que c'est peut-être ça qui donne le plus... Sainte Thérèse d'Avila, il nous en a bassiné avec elle, hein, il y a un séminaire entier sur la Sainte Thérèse, elle jouissait, bon, bref. Mais je voudrais aussi attirer l'attention sur une chose aussi dans l'enseignement Lacan qui était très important, c'était l'importance qu'il accordait aux textes médiévaux. Le Moyen-Âge, c'est extraordinaire. On dit, il est moyenâgeux, mais attendez, mais au Moyen-Âge, toutes les grandes questions ont été posées. Et vous lisez saint Thomas d'Aquin, vous lisez Maïmonide, vous lisez... Mais c'est un plaisir intellectuel incroyable. La poésie du Moyen-Âge, je ne sais pas. Et Lacan nous avait
introduit depuis Saint-Augustin, qu'il adorait, les confessions, la cité de Dieu, combien de textes religieux il nous a mis en circulation. Alors on disait, il nous compte de la religion, pas du tout, mais dans ces textes, ce sont des textes extraordinaires, qui touchent à des choses essentielles. Alors on leur a collé religion, comme ça on dit c'est pas halal pour nous, un analyste il ne doit pas manger de cette viande-là, c'est pas cachère, c'est pas je sais pas quoi. Combien de conneries on entend à ce sujet, c'est hallucinant. Ah, vous êtes croyant, un analyste doit être athée. Depuis quand d'abord ça? Et d'abord c'est quoi être athée? Un jour il avait dit ça à la salle, il y avait un monde fou, 500 personnes. Il disait, ah bon, vous croyez que vous êtes athée? Venez me voir au bureau, je vais vous montrer que vous êtes un croyant, et même un croyant de deuxième zone. C'est quoi un athée? C'est quelqu'un qui a une certaine conception de Dieu en laquelle il ne croit pas. C'est ça un athée. Je dis ça un jour, comment il s'appelle, André Comte-Sponville. Il m'a dit oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est qu'un croyant? C'est aussi quelqu'un qui a une représentation de Dieu à laquelle il adhère, à laquelle il croit. Donc tout ça, vous mettez un Maïmonide qui vous dit, un Maïmonide, puis d'autres, hein, toute une école, on appelle la théologie négative, il dit je ne peux avoir aucune conception de Dieu. Alors là, vous êtes bien embêté. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui adhère aux théologies négatives? Il est quoi? Il est athée, il est croyant? Là, vous êtes bien emmerdé. Mais en tout cas, c'est de ce côté-là que Lacan avait une passion pour ce qu'on appelle la théologie, un très joli mot, enfin joli, je sais pas, apophatique, la théologie négative. Lisez le Guide des égarés, dans le premier tome, vous avez 5 ou 6 chapitres sur la théologie négative qui sont d'une clarté absolue. Bon, il y a des gens qui vous posent des questions. Oui, je sais bien qu'on ne serait pas d'accord, mais... Quoi, tu penses qu'il n'y a pas de refoulement aujourd'hui? Non, je sais bien qu'on est au chômage. On ne serait pas d'accord, mais qu'on est d'accord. Mais ce n'est pas les mêmes. On attend de parler maintenant. Mais je crois que le désir, c'est un peu comme l'éthique. Il y a toutes sortes. Il y a toutes sortes d'éthiques. Parce qu'on dit l'éthique, souvent maintenant, là, Lévinas c'est passé par là. Ah, l'éthique, dès qu'on dit ce mot, tout le monde se pâme. Mais lisez plutôt Wittgenstein, belle conférence qu'il a fait sur l'éthique. Quel est l'homme le plus éthique du XXe siècle, a-t-il dit? Ça se trouve en poche chez Flammarion, je ne sais pas où là. Quel est l'homme le plus éthique du XXe siècle? Si vous lisez ça, vous allez tomber à la renverse. Devinez qui? Hitler. Il disait c'est l'homme le plus éthique du XXe siècle. C'est quoi l'éthique? C'est un discours. Quand vous enseignez ça quand même, chaque discours est porteur d'une éthique. Il n'y a pas l'éthique, il y a des éthiques. Les nazis ont une éthique nazie. Les démocrates ont une éthique démocrate. Enfin, chaque discours est porteur d'une éthique. Donc il ne faut pas se gargariser avec ce mot. Dans les désirs, c'est pareil. Vous avez des désirs, désir obsessionnel, c'est de détruire le désir de l'autre. C'est quand même pas très sympathique ça. Hein. Donc il faut analyser ce désir. Il disait que une des choses sur lesquelles nous sommes restés un peu en panne, c'est que chaque analyste devrait analyser ce qu'il amène son désir. Voilà, le désir d'un analyste qui est un désir particulier. Vous savez, des trucs, Lacan, énigmatiques, j'en ai gardé plusieurs. Et effectivement, ça c'est un truc qui m'a surpris. Moi, d'abord, vous savez, quand j'ai été le voir, je ne savais pas que j'allais le voir. Je pensais que j'allais arriver dans un hôpital, une clinique. Bon, et puis je suis tombé sur lui et quelque chose comme ça, je suis entré dans une espèce d'un état de déréalisation, on va dire. Je suis sorti de là, j'étais comme un ivrogne, j'étais ivre. Et déjà quand je suis rentré, j'étais ivre. Et au moment où j'ai tourné cette rue, au coin de la rue des Saint-Pères et de la rue de Lille, j'ai revu quelque chose qui m'avait beaucoup, ce que j'ai eu dans ma vie adolescente, et j'ai eu une adolescence et une enfance extrêmement, beaucoup de ferveur religieuse. J'avais c'est ce qu'on appelle la mystique, mais c'est un mot que je n'aime pas du tout, parce que, bref, peu importe. Donc, dans mon adolescence, j'avais cette d'aller dans ce temple de Jérusalem où le nom de Dieu, au fond, était présent, quoi. Et ce qu'on appelle le Saint des Saints. Bon, je lui dis ça. Je ne me rendais même pas compte de ce que je disais, quoi. J'allais lui parler plutôt de la lutte des classes, ou je ne sais pas quoi, de la guerre du Vietnam, ou de mes problèmes. Et c'est là qu'il a pâli, quoi. Il a pâli en me disant, je suis désolé de vous dire une telle bêtise, mais il m'a dit non, je savais que
c'est pas prévu, et j'en accuse le coup. Alors, on peut que spéculer là-dessus, parce qu'en plus il ajoute, si ma mémoire est bonne, vous savez, mais dans la mémoire en vieillissant, on peut toujours. Il m'a dit, et vous allez commencer votre analyse par le point où généralement on la termine. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bon, après j'ai interprété ça, j'ai dit, ça doit être mon fantasme fondamental, cette position immobile, figée devant l'ordre de la divinité. Mais il m'a dit quand même, il faut faire une analyse. Bon. Mais il y a des tas de choses que j'ai jamais compris. Quand il me dit, vous allez avoir vous avez la leucémie, vous connaissez, je sais pas, ceux qui ont lu mon livre, il me dit, vous avez la leucémie, ça a été mon sujet à l'examen de clinique médicale. 3 semaines après. Et les sujets avaient été établis la veille. Bon. Et je lui dis, mais c'est hallucinant ce qui se passe là, c'est hallucinant. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, c'est pas du tout de la magie, c'est de la pure logique. J'ai jamais compris où était la pure logique de cette affaire. Il y a comme ça des tas de choses. Est-ce qu'il a dit ça n'importe comment? Pourquoi? Parce qu'il ne parlait pas beaucoup. Qu'avait-il besoin de me dire c'est de la pure logique? Pour lui, la logique, c'était, attendez, c'était pas n'importe quoi. Hein. La raison, il écrivait ça R-E-S-O-N. La logique, c'était des choses presque, on dirait, c'est essentiel. La logique, c'était essentiel. La logique du signifiant, la logique mathématique, la logique. La logique, c'était pour lui. Et il me dit, c'est pas une affaire de magie, c'est de la logique. Jusqu'à présent, ça fait combien maintenant? Plus de 20 ans, je sais pas de quelle logique il parlait là. Et quand j'en parle, évidemment, personne n'a de réponse. Il nous a laissé comme ça des tas de bombes à retardement. Voilà, ce que je peux dire là-dessus. Ça a été un moment bouleversant, cette affaire. Je suis sorti de là ce jour, c'était un samedi matin à 10h30 par là. Je sais pas, je vacillais. J'ai rencontré une amie Mixitari de la Terre. Non, je dis rien, je sors de chez Lacan. C'était curieux. Non, mais je suis ravi que tu poses cette question et qu'on se rencontre pour ça, parce que moi, je me pose... à mon avis, hein, dans toute chose, on peut dire que c'est notre avis spécifique, hein, c'est pas Torah Messinaï. Et quand Lacan dit on ne cède pas sur son désir, il parle du désir de l'analyste. Il ne parle pas de tous les désirs. Il parle du désir de l'analyste. Et l'analyste a traversé un certain nombre de choses qui l'a mené à un certain point, c'est-à-dire de ses désirs meurtriers, par exemple, etc. Et il les a sublimés, je ne sais pas ce qu'il en a fait, il les a traversés. Il a traversé le fantasme, comme il disait. Voilà. Et il arrive à une position où il est analyste. Il est mu. Si vous voulez devenir analyste, c'est que vous êtes habité par le désir, ce fameux désir d'analyste. C'est quoi le désir d'analyste? Le désir analytique, c'est quoi? Et son objet, c'était justement d'arriver, pousser l'analyse jusqu'à ce point. Et quand il dit ne cédez pas sur votre désir, c'est pas, parle pas du nazi qui a un désir d'exterminer le peuple juif et les tziganes, tout ce que vous voulez, mais c'est pas celui-là. C'est peut-être, on ne sait pas, ça devient compliqué. Mais là, à mon avis, il parle spécifiquement du désir de l'analyse, qui est une chose. Alors, c'est une réponse, mais elle apporte plus d'énigmes, elle apporte sa quantité à son tour d'énigmes. Mais c'est de lui dont il parle. C'est de l'analyste. L'analyste ne sait pas son désir, c'est-à-dire, c'est Antigone. L'autre, là, je ne sais plus qui a dit ouais, il a écrit Antigone, il devait être mélancolique. Alors, il est mélancolique, Lacan. Enfin bon, c'est comment il s'appelait c'est plus son nom. Hein? Guillaumin. Oui, il est tragique, très bien. Tragique peut-être, mais. Comment? J'ai entendu des gens très qu'il était Qui, Lacan? Mais il a dit lui-même. Je suis un hystérique asymptomatique, donc psychotique. C'est un séminaire qu'il a fait, c'est pas des trucs en douce. Hein. Ce qui est curieux d'ailleurs, avec Benny Lévy, c'est qu'il a reçu l'appui des gens qui étaient dans l'entourage de Lacan ces derniers temps. Je pense à même Jacques-Alain Miller, et comment il s'appelle l'autre, le linguiste Jean-Claude Lunaire, et quelques autres. J'ai tout à l'heure essayé de souligner ce fait que dans la subjectivité humaine, le sentiment religieux est une donnée fondamentale.
chez les athées comme chez les croyants. La même passion cette passion qu'il avait pour le gauchisme, c'était une affaire religieuse. C'était aussi mon cas d'ailleurs. C'était aussi mon cas. C'est à partir du moment où s'est dévoilée la vraie nature de ce qu'avait été l'expérience stalinienne, à laquelle je me refusais. Et c'est à ce moment-là où j'ai lâché, sous une pression d'ailleurs très forte de Lacan. Pour une fois, il a été vraiment très intrusif, assez intrusif, disons. C'est à ce moment-là que c'est ouvert pour moi. Au fond, qu'est-ce que ça recouvrait cette affaire? Ça recouvrait une certaine passion religieuse. Et pendant des années, je me suis continué avec elle. La différence entre, je dirais, entre mon parcours et celui de Benny Lévy, qui a peut-être en quelques... Bon, Benny Lévy, c'est une mécanique intellectuelle exceptionnelle, hein, normalien, brillantissime, charismatique, tout ce que vous voulez. Bon, maintenant, vous savez, quand les gens meurent, on en rajoute un peu. Moi, je l'ai rencontré 2 ou 3 fois dans ma vie. Je peux vous dire qu'il m'a fait aucun effet. Franchement, il m'a dit des phrases bizarres, je n'ai pas compris, mais j'avoue limite. Mais bref, tout le monde lui reconnaît ses qualités, etc. La différence, l'analyse m'a permis, à un moment donné dans mon parcours, j'ai été fasciné par la possibilité de basculer dans une ultra-orthodoxie. J'ai aucune honte à raconter des choses, mais j'ai été pendant quelque temps dans une école talmudique, ce qu'on appelle une yeshiva. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'avais là-dedans. J'étais fasciné. J'aurais voulu y rester. Et parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans ces... On a l'impression que c'est des trucs, tout ce que vous voulez, obscurantisme, peut-être. Mais toute la journée, on était dans une espèce de vie spirituelle intense, dans des études, dans l'étude, etc. Et je peux vous assurer que c'est fascinant. Et ceux qui, si vous ne vous rendez pas compte de ça, c'est parce qu'on ne veut pas s'en rendre compte qu'on a... Bon. Sauf que Lacan, quand il a vu ce qu'il avait, les écluses qu'il avait ouvertes, et comme pour moi, cette partie, je la jouais avec lui et avec personne d'autre, je l'ai suivi jusqu'au bout. Je vous donne un exemple. À un moment donné est venue sur la table la question du Yom Kippour. Yom Kippour, je passais ce Yom Kippour au temple, je jeûnais, et bon, Lacan me disait, vous avez séance demain. Je venais à toutes mes séances. Je n'ai jamais manqué une séance de Yom Kippour. Jusqu'au bout. Donc le résultat de tout ça, c'est que, bon, j'ai pu parcourir la boue, tout ce que vous voulez, étudier, m'intéresser, adhérer, tout ce que... mais toujours avec une certaine... je n'ai jamais devenu un intégriste, je déteste ça. Je pense avoir pu récupérer... j'ai touché du doigt la richesse de ces choses sans en être ivre. Parce que vous pouvez être complètement enivré par ça. Enivré. On rencontre ça dans le monde juif, on peut le rencontrer dans le monde musulman. Le petit gars qui n'a rien, qui est moins que rien, etc., et qui est pris dans des madrasas qui ressemblent peut-être à une yeshiva, je ne sais pas, et qui a brusquement accès à la vie spirituelle, etc., une vie spirituelle, quelquefois de très mauvais aloi, voire criminelle, ça peut aller très loin. Tous ces phénomènes qui, dans les années 70, n'étaient pas du tout d'actualité. Je me souviens combien de coups j'ai reçus sur la tête, vous n'avez pas idée. Ils me disaient, mais tu t'intéresses à ça, tu fais une thèse de médecine sur le Talmud. Et j'ai dit, la religion c'est très important, mais ça ne va pas. Quelques années après, on va avoir ce raz-de-marée, ce tsunami d'intégrisme religieux, musulmans, juifs et autres. Surtout musulmans et juifs d'ailleurs. Donc il est bon qu'on s'intéresse à ces choses-là. Il est bon de s'intéresser à ces choses-là avec empathie, mais sans tomber dedans. C'est ce que fait Lacan avec les gauchistes. Qu'est-ce qui a fait que les Benny Lévy et les Gérard Miller, qui étaient, et Jacques Allais, et tous ces gens-là auraient pu sombrer dans le terrorisme allemand, à la gauche c'est Lacan. Lacan les a pris, il a fait semblant d'être d'accord avec eux. Et ça, c'était la force. Ça, il faut le faire. La force de Lacan, c'était d'entrer dans le symptôme. Lacan, je vous ai raconté, c'est une jolie histoire, mais peut-être tout le monde ne la connaît pas. Il avait affaire à, je sais pas, un peu de transsexuel ou à homosexuel, je sais pas.
il le reçoit dans sa salle d'attente en lui disant « Bonjour ma chère ». C'était un homme, il avait la barbe et tout, hein. « Bonjour ma chère », il a dit. Il entrait avec lui dans son truc, il avait raison. Et j'ai raconté comment le lendemain, ou quelques jours, j'étais sidéré, moi. Il l'appelle ma chère. C'est bizarre, ça. Le lendemain, je vais à l'hôpital, on me dit, parce que j'étais externe, dans tes lits, il y a un type là, il y a quelqu'un. Et il s'appelle, on ne peut pas le savoir. Il ne veut pas dire un mot, il ne veut rien dire. C'est un travelot qu'on a ramassé à Vincennes. Je rentre chez lui, je dis bonjour ma chère. Il dit bonjour. Et comment vous vous appelez? Au bout d'une demi-heure, je suis sorti. Voilà votre anamnèse complète. Ça, c'était dans la salle d'attente de Lacan, on apprenait plein de trucs. Ce genre de trucs. Bonjour ma chère. On ne peut pas aider l'importance de ce bonjour ma chère. Ou bien l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Il faut savoir rentrer, accompagner, parce qu'on vous dit, quoi, vous allez être complice du truc, du gars. Vous les avez, il faut au contraire le ramener à la raison. Toute stratégie analytique de ramener les gens à la raison, c'est un échec garanti sur facture. Lacan avait ce talent d'entrer dans le dedans pour vous ramener. Il l'a fait avec les gauchistes. Il l'a fait avec moi. Moi je croyais que Lacan était un gauchiste, hein. Quand j'étais le voir, je suis allé le voir avec la garantie du rabbinat, tu sais rien, Lacan, marxiste. Je suis arrivé chez lui, il lisait le Figaro. Quoi? Il lit le Figaro, je suis resté sidéré. Il lisait que le Figaro, hein, tous les matins le Figaro, le Monde de l'après-midi. Il lisait le Figaro. Comment un gauchiste qui lit le Figaro, il parlait d'Allende, il parlait de tout. Il les a roulés tous dans la farine. Ça, il faut le faire. Personne ne peut le faire. Finalement, oui, je le vois tout de suite. On parle finalement beaucoup circulé dans les religions. Alors, il y a un terme qu'on n'a pas utilisé ce soir, qui est très dangereux d'ailleurs, mais là, donc, au fond, c'est gauchiste, c'est droitiste, machin, c'est Hitler, c'est etc., etc. Au fond, là, c'est un autre aspect de cette guérison. Un autre aspect de cette guérison qui est de décoller les gens d'une jouissance folle. Oui, cette fameuse jouissance, comment il appelait ça, là, fin du séminaire 11, là, le Dieu obscur. Oui. Le faire décoller du Dieu obscur. Oui, ben voilà, alors à chaque fois dans tous ces aspects-là, c'est une jouissance térébrante, là. Mortifère. Et la question, c'est de pouvoir en décoller, d'aider à décoller. C'est peut-être un autre aspect. Donc, non, c'est ça. Aider à décoller, oui. De l'ivresse. De cette fascination qui peut nous aspirer. Alors, il y a la plupart des gens, ça va, quand ils ont un mois fort et tout, ça se passe bien pour eux. Mais pour les gens qui interrogent, je sais pas, ils sont amoureux de la vérité, ils peuvent être emportés par une espèce de cyclone dans l'intégrisme, dans des expériences dramatiques. Et je ne sais pas si la France se rend compte de la dette qu'elle a à l'égard de Lacan, qui a permis à ce que toute une jeunesse ne sombre pas dans le terrorisme italien ou allemand. On parle de Sartre, qui est un désastre pour moi intellectuel, mais bon, ça c'est autre chose. Mais on voit à Lacan énormément sur ce plan-là. Et il nous a dit, comme l'a dit Houchang, un décoller de cette fascination, ce vertige qui peut saisir l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain, le sujet épris de vérité, peut partir en vrille dans un discours totalitaire ou intégriste qui a préparé. Non, le frère Bénélévi musulman. Juste un mot et je vous le alors ce qui est étrange là-dedans, c'est que Lacan lui-même, bon, il est allé chercher les gens, mais il y a une part de son héritage qui a été capté par ça et qui a été phagocyté et détourné dans cette voie extrême. Oui. Il y a des Argentins qui viennent de publier un livre qui s'appelle Haddad, le périphérique de la psychanalyse. Je ne lis pas bien l'espagnol, on m'a fait un petit résumé. Il paraît ces jours-ci à Buenos Aires. Je vais essayer de faire traduire en français. Où, au fond, le sujet du livre n'est pas tellement ma pomme,
mais le fait que l'héritage de Lacan a été dénaturé dans des chapelles, dans des trucs sectaires, et que, disent-ils, en me mettant hors institution, j'ai adopté cette position, je leur laisse la responsabilité, d'être un périphérique, le concept de périphérique est très argentin, ils ont des économistes qui ont beaucoup travaillé sur l'économie périphérique, etc. Donc, et ils prétendent que ma position périphérique permet de faire que la transmission, un certain bout de transmission de Lacan s'opère. Lacan disait extraterritorial. Voilà, périphérique, extraterritorial. Moi je pense qu'un des grands problèmes aujourd'hui dans la culture, c'est le fait que la question du maître, il n'y a plus de maître. Dans les années 60, la France a profité de quelques grands esprits qui étaient vraiment des gens comme Lévi-Strauss, des gens comme Lacan, même comme Althusser, des gens comme Foucault et quelques autres. Je ne sais plus comment. Comment ? Oui, peut-être, mais dans le domaine aussi de l'hellénisme, il y a eu, je ne sais plus comment il s'appelle, ce grand helléniste qui a été connu. Bon, bref, il y avait des gens qui arrivaient à rassembler autour de comment ? Vernant, Jean-Pierre Vernant. La France avait profité pendant ces années-là de toute une floraison de personnalités qui réussissaient, dont au fond, qui avaient consacré leur vie à transmettre leur discipline. Et qui avaient rassemblé autour d'eux, qui avaient ouvert des voies à des tas de gens. Aujourd'hui, je crois que on ne le trouve plus. Et certains se réjouissent. Moi, je pense que c'est une catastrophe. Parce que rien ne se transmet que dans un certain transfert. Le savoir doit passer par un transfert. Et si vous ne l'avez pas, il y aura toujours des gens, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, devant cette absence de quelqu'un qui accepte, parce que c'est pas très agréable pour occuper cette place, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, vont chercher ça dans des endroits, dans les sectes, chez des gourous, chez des... voilà. L'absence de ces... un type comme Lacan, au fond, les gens qui ont été analysés chez lui, quand ils se parlent entre eux, ils se disent, mais attends, tu parles de Lacan là, mais c'est pas celui que j'ai connu. C'est pas celui que j'ai connu. Chaque personne avait un rapport avec chacun, il savait faire nous conduire sur son chemin à lui, pas à lui Lacan, à lui X, Y, Z. Aujourd'hui, beaucoup de chefs de ces soi-disant écoles analytiques veulent que les gens vont dans leur chemin à eux, pas à lui, mais à eux. J'ai assisté, j'ai eu des échos de tas de choses comme ça qui m'ont glacé. Moi, je ne vais pas donner d'exemple parce que le monde est petit. Mais Lacan s'effaçait totalement. Vous avez le droit de... Il y en avait... Bon, évidemment, il avait un certain nombre de... Il fallait que ce soit, disons, de qualité, le projet de la personne, mais chacun faisait son truc. Il ne faisait pas le truc du gourou. La différence entre... L'absence de maître aujourd'hui fait que les gens vont chercher ce côté... Le fait que du côté du père, ça manque un peu trop quand même, ils vont le chercher dans des expériences désastreuses. Et on va dire, est-ce qu'on a besoin de mettre à penser? Mais bien sûr qu'on a besoin. Qui va... Mais ça vous fait économiser beaucoup de temps. Moi, si je n'avais pas rencontré Lacan, vous croyez que je me serais... Peut-être que j'aurais jamais ouvert un dialogue de Platon. Peut-être que j'aurais jamais ouvert un livre de Talmud. Peut-être, si je n'avais pas rencontré Althusser, qui a été un séisme aussi dans mon rapport au communisme. Si je n'avais pas rencontré, j'ai pas rencontré personnellement, j'ai rencontré ses bouquins, Lévi-Strauss, tout cet apport sur l'anthropologie, ça a été quand même une expérience énorme. Alors vous avez aujourd'hui des philosophes de pacotille, n'est-ce pas, je ne vais pas les citer, mais bon, pavane partout, qui vous diront, mais c'est quoi le structuralisme, c'est sclérosant, c'est fini, du con. Depuis qu'on a éliminé notre structuralisme, c'est quoi la pensée française? C'est quoi? C'est Onfray? C'est Jean-Luc Ferry? C'est quoi? Il y a peut-être quelques grands noms dans l'université qui font leur travail hors médias et qui font peut-être d'excellents travail. Moi, j'en connais comme ça quelques-uns.
Mais ces gens-là, à la fois, ils étaient dans l'université et en même temps dans le public. Vous savez, un livre comme Structure élémentaire de la parenté, ça s'est vendu, je crois, 50, 60 000 exemplaires. Aujourd'hui, vous publierez un livre pareil, vous vendrez 50, et encore. Peut-être 50, allez, soyez pas trop pessimiste. C'était vraiment une belle époque, ces années-là. Ce côté bouillonnement, on en est les héritiers. Et c'est dommage que nous, et je me mets là-dedans, un des reproches que je me fais, c'est pourquoi j'ai pas pu occuper une place où, comme ça, j'aurais pu également transmettre. J'ai pas pu. J'ai pas la carrure, je sais pas pourquoi, j'ai pas pu, mais je me le reproche. Je me le reproche. Quand on a reçu l'enseignement de ces gens-là et qu'on n'a pas pu s'en inspirer, eh ben on est fautif. Voilà, moi je suis fautif. Et je me suis mis dans cette position que j'ai appelée de témoin. Facile. La pensée constructiviste. Oui, c'est les États-Unis qui ont commencé avec ça. Moi j'ai eu un patient qui était professeur dans une université américaine, et il m'a dit, c'est un Allemand qui s'est transféré aux États-Unis. Il m'a dit, à l'université on me critique parce que je fais étudier Goethe, je fais étudier Schiller. Ça, il ne faut plus faire ça. Il faut parler de la sociologie allemande, parce qu'il est professeur d'allemand, attention. Oui. Je serais moins pessimiste parce que j'ai fait une expérience d'éditeur. On a dit, enfin d'éditeur, je n'étais pas éditeur, j'avais une collection de livres. Tiens. J'avais une collection de livres qui s'appelle Midrash, j'en ai sorti 22, je crois, livres. Des bouquins dont je suis très fier, pas de moi. J'ai fait connaître à 800 personnes, quelqu'un énorme qui s'appelle Shlomo Pines, qui est un des plus grands érudits du XXe siècle. J'ai fait connaître le plus grand islamologue qui ait jamais existé, qui s'appelle Goldziher. J'ai publié, on a vendu 800 exemplaires, 900, je sais pas, bref. Tout ça, je l'ai fait grâce à un monsieur qui s'appelle Rémi Brague. Je peux vous assurer que Rémi Brague, c'est sérieux. Est-ce que c'est un maître? Je ne sais pas. Mais il y a des gens quand même. Mais ils sont, comme l'a dit un jour Lacan, la télévision nous a radicalement abrutis. Ces gens qui font du travail, qui ont la passion du travail sérieux et qui aiment faire travailler des gens autour d'eux, qui aimeraient transférer leur savoir à d'autres, ne sont pas connus du public. Voilà. Alors moi, je n'irai pas dans le spécialisme. Je veux dire pourquoi. Là, quand Freud a sorti La science des rêves, c'est pas 800 exemplaires, c'est pas 50, c'est 5. 5, c'est tout? Oui. Alors, je crois que ceux qui occupent le devant de la scène, de tout temps, c'est pas cela. De toute façon, même Lacan, même Freud, etc., avaient des petits scénarios. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des tas de gens remarquables, avec des groupes de travail remarquables qui sont à gauche à droite, qu'on ne voit pas parce qu'ils ne sont pas au premier plan. Mais je crois que vous avez oublié à l'époque ce que c'était les médias. Enfin, moi, je vais parler juste un petit peu de moi aussi. Oui. Quand j'ai voulu faire psychanalyse, je ne le disais pas. Quand j'ai voulu faire psychiatrie en médecine, je n'osais même pas dire que je voulais faire psychiatrie. Pourquoi? Parce que c'était tabou, c'était l'horreur. À la radio, il y avait toutes les semaines, comment il s'appelait, M. Le Berritzen, qui vomissait sur la psychanalyse, mais c'était entièrement rempli, tout le champ était occupé par des choses terribles. Ce qu'on disait, ce que ce monsieur disait aux enfants, aux familles, c'était terriblement destructeur, mais il voyait 30 personnes par jour, il les massacrait. C'était le grand honte, mais les médias, la société, c'était terrible. Et quand on parle de Lacan, c'était quand même des petits cénacles. On était 600 personnes. Oui, à la fin. Mais quand il a sorti les écrits, c'était dans les années 66. Il avait déjà 65 ans. Oui. Il n'était quand même pas connu à 30 ans comme le grand. Non, je crois qu'on ne se rend pas compte de là où on vient. Peut-être qu'on magnifie ces époques parce qu'on regarde ça dans le rétroviseur, mais c'était terrifiant. Maintenant, la psychanalyse, il y a des tas de choses épouvantables dedans.
est dite à la psychanalyse n'empêche que le nombre de psychanalystes qui font plus ou moins, qui salopent plus ou moins leur travail, d'accord, qui font plus ou moins merveilleusement leur travail, sont dans un nombre infiniment plus grand. Le nombre d'analysants, malgré tout, sont un nombre infiniment plus grand. Moi, je crois que c'est juste le contraire, et que ça se développe, que ça traverse la société, et des maîtres, des vrais, qui font travailler des petits groupes. Je crois qu'il y en a des tas, et qu'on ne les voit pas. Moi, personnellement, j'essaie de faire un séminaire que j'ai appelé Anthropologie analytique. Je cherche des gens... Mais tu fais celui-là déjà. Celui-là aussi, oui. Remarquables déjà remarquables. Et l'autre, je cherche des gens remarquables. Je les trouve avec difficulté parce que c'est jamais ceux qui sont devant la scène, mais ceux qui sont juste derrière, qui n'ont justement pas pu... parce qu'ils ne sont pas des politiciens qui arrivent à occuper le devant de la scène, et ben c'est des gens extraordinaires, d'une culture, voilà, des gens remarquables de simplicité, de savoir, de relation, et que on a du mal à approcher parce qu'il faut déjà les trouver. Bon. Alors, on va se reposer. Gérard, tu dis un mot. Je voudrais remercier le public qui a été vraiment très attentif et sympathique. Et je pense que si j'y parlais pas trop mal, c'est parce qu'ils avaient du talent. Ah oui, il y a des livres, paraît-il. Donc si vous l'achetez, j'ai amené 3 livres. Alors le dernier, qui est le résultat de mon travail d'agronome, et le passage de l'agronomie à la psychanalyse. Il y a un rapport. Lacan, curieusement, il a tout dit. Il s'était intéressé dans le séminaire sur l'éthique, et même dans le séminaire 11, sur le rapport qu'il y a entre l'agronomie et la psychanalyse. Apparemment, vous direz, il n'y a aucun rapport. En fait, j'attire votre attention là-dessus parce que moi, je pense que ce livre est une introduction, un appel aussi à d'autres travaux. Un des grands problèmes aujourd'hui, c'est le problème du travail. Il y a une souffrance au travail, l'homme est aliéné à son travail, il a perdu. Bon, il y a dans ce livre une réflexion sur ce que c'est que l'acte de travail. Il semblerait, d'après le séminaire sur l'éthique, des séances qui malheureusement ont été caviardées dans le séminaire, des gens qui ont présenté le travail d'un Allemand que Freud a publié, qui s'appelle, je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs, Hans Sperber, sur l'origine du langage, que Lacan a commenté. À un moment donné, j'ai dirigé une revue qui a connu 3 numéros, et dans ces 3 numéros, vous ne trouverez pas, si vous les trouvez, ça doit être très difficile. J'ai fait paraître la traduction des articles de Sperber, en 2 fois. Et donc, il y a toute une réflexion à faire, parce que le signifiant émerge dans le rapport de l'homme au travail, je crois. Et dans cet acte-là, je ne sais plus, il y a un livre que je suis en train de lire, et l'homo de Vin Faber, je ne sais plus qui a écrit ça, je crois que c'est d'ailleurs un agronome, je crois d'ailleurs, qui est mort il y a un an. On a republié son livre, son œuvre. C'est très intéressant. Ce rapport radical de l'homme, du geste de l'homme à la matière, il y a là quelque chose qui mérite de c'est ce que, sans le vouloir, je l'ai fait à l'époque, sous à l'instigation de Althusser. Sauf qu'Althusser, entre-temps, va sombrer, et curieusement, Lacan, lui, va soutenir là-dessus. C'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il fait à date? C'est l'agronomie, qu'est-ce qu'on en a ciré, nous, hein, les pulsions, les machins, le sexe, l'agriculture, c'est quoi ça? Sauf que le hasard va vouloir que, à force de travailler là-dessus, je me suis aperçu que quand Freud parle du travail du rêve, le travail, j'ai pu, à ma grande surprise, découvrir que le travail agricole est isomorphe au travail du rêve. Ça, c'est quand même quelque chose. Et pourquoi l'homme souffre dans le travail? Bon, là, il y a toute une clinique aujourd'hui à développer. On parle de burn-out. Qui est-ce qui a inventé le burn-out? C'est des psychosociologues, c'est pas des psychanalystes. Nous, je ne sais pas, on me sent, moi, il faudrait qu'on en parle dans un autre contexte, dans un autre séminaire, je ne sais pas. J'ai eu affaire à des gens souffrant de moi, j'ai cru que c'était une dépression. Rien ne marche de ce côté-là. Je ne vais pas rentrer dedans, on n'a pas le temps. Bon, mais nous devrions nous intéresser à ces sujets nouveaux. Il y a des tas de champs nouveaux qui sont apparus dont on doit tenir compte. On ne peut pas tout le temps faire des rencontres, des séminaires, des journées, l'hystérie, le machin. D'accord. Mais il y a quand même eu des choses depuis, non de tout ce que vous voulez.
Quand Lacan dit le réel, c'est les camps de concentration, bon, il faut en tenir compte. J'ai fait un bouquin là-dessus, je me suis fait fusiller par une clique, on m'a traité de tous les noms, pas grave. Mais le livre, je trouve qu'il est pas mal. Bon, beaucoup de gens m'ont dit qu'il était pas mal. Mais je me suis fait flinguer, je ne sais pas ce qu'il m'a raconté, l'autre malade, là, que je l'avais pompé, est-ce qu'il n'a jamais eu une idée je l'aurais plagié, non, mais je rêve, enfin bref. Donc ça, c'est ces deux livres. Et puis l'autre sur mon analyse avec Lacan, qui, avec le recul, m'apparaît quand même comme un document qui... Voilà. Bon, j'ai amené tous ces trois livres. Mais moi, j'y tiens beaucoup à cette notion sur le travail. Réfléchir à cela. Il y a des auteurs qui ne sont pas psychanalystes, qui travaillent sur ces questions, en particulier au Conservatoire des Arts et Métiers. Et il y a des gros problèmes aujourd'hui. Vous avez des gens qui souffrent parce qu'ils ont le chômage. Le chômage est ravageant, destructeur. Moi j'étais au chômage quelque temps, je peux vous dire, c'était un chômage de luxe, hein. Mais c'est terrible, c'est terrible. Je voulais être licencié. Le jour où on m'a licencié, j'étais blanc comme un linge, j'étais mal. Bon, alors c'était un petit truc, j'ai fait ça parce que je voulais, moi. Bon. Je me demande, des gens qui sont foutus dehors. Il y a un gros problème. Mais il y a aussi le problème des gens qui ont du travail et qui souffrent dans ce travail, jusqu'au suicide. Vous avez vu toute la chaîne de suicide qu'on a vu à France Télécom, à Renault, partout. On a parlé de France Télécom, mais on a pu parler de 36 autres choses. J'attire l'attention de notre communauté sur l'intérêt de s'intéresser à ces questions dans lesquelles nos outils de réflexion sont à forger. Nous ne les avons pas vraiment. Donc j'ai fait ça comme en tant qu'agronome, j'étais vraiment en contact avec ces choses comme première esquisse. Ça n'a qu'une prétention, sinon c'est d'attirer l'attention et d'ouvrir la question. Voilà. Bon, alors, vous avez sur la table ces livres, vous avez aussi des livres remarquables de l'APM, dont le dernier séminaire sur qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse qui vient de sortir. Et nous allons chaleureusement remercier Gérard. Nous vous remercier tout aussi chaleureusement.